Bonjour, mon nom est Jean-Marc Mangin. Thank you for being here this morning on this budget day. Je suis ravi de vous voir ici ce matin parce que c'est justement dans cette journée de présentation du budget, c'est tellement important de faire le lien entre le monde de la recherche et nos décideurs politiques. Et de voir ici quelques membres de la Chambre des communes est un très grand plaisir. Ainsi que notre collègue Chad Cadfield du Conseil de la recherche des sciences humaines du Canada et certains de ses collègues aussi. Sans le CRSH, nous ne pourrons pas tenir ces conférences, voire grâce sur la colline parlementaire. Et la recherche que notre conférencier fait ce matin est supportée par ce conseil, de fait est supportée par les 3 conseils subventionnaires. Donc, un excellent exemple du type de travail qui est fait et supporté par les citoyens du Canada. Today we're also very pleased to have partnered with the Canadian Psychological Association for this event. And it's a delight to have Karen here with us today and all of you. Et j'ai maintenant le grand plaisir de vous présenter notre conférencier, Stéphane Bouchard. Professeur au département de psychologie et directeur du laboratoire de cyberpsychologie de l'Université du Québec en Outaouais, M. Bouchard effectue des recherches dans le domaine du traitement des troubles d'anxiété. Comme titulaire de la chaire de recherche du Canada en cyberpsychologie clinique, et en passant, Peter saw your pin this morning, and he wants one for his collection of pins. So we'll make sure that we deliver on that. Monsieur Bouchard explore et valide l'efficacité clinique des environnements thérapeutiques virtuels et de la télépsychothérapie pour une gamme de troubles de santé mentale. Donc, veuillez m'accompagner pour accueillir M. Bouchard pour ce voyage virtuel d'une vingtaine de minutes. Merci. Alors, bonjour. Merci de l'invitation. Merci de me donner le plaisir et l'honneur d'être ici avec vous aujourd'hui. Je vais essayer de garder ma présentation brève, même si elle est en français, pour pouvoir répondre aux questions et en français et en anglais à la période de questions à la fin. Donc, ce sera facile pour les gens qui sont moins à l'aise de communiquer en français. Alors, la psychothérapie à la rencontre de la réalité virtuelle, je vais aborder le concept des problèmes de santé mentale et pourquoi c'est utile de se poser les questions dont je vais vous parler. Par la suite, nous allons regarder quelques travaux de recherche pour retomber avec des applications pratico-pratiques pour vous montrer que, en fait, la science-fiction a maintenant dépassé la fiction pour être de la réalité. Et je commencerai par vous parler des troubles d'anxiété. Les troubles anxieux, la catégorie ou la famille de problèmes de santé mentale qu'on nomme les troubles d'anxiété correspond au trouble le plus prévalent, le plus fréquent dans la population. Jusqu'à 30 de la population va souffrir d'un trouble d'anxiété à un moment donné dans leur vie. Dans leur vie, pas tous aujourd'hui, mais dans leur vie. 30 c'est énorme. C'est plus que la dépression. Et la prévalence, 12 mois, si vous prenez dans les 12 derniers mois, quand vous aurez votre prochaine fête de Noël, puis vous demandez à votre parenté comment ça a été dans la dernière année, il y en a probablement 12 sur une famille de 10. Vous avez probablement une personne qui a souffert d'un trouble d'anxiété récemment. Ce sont donc des problèmes qui sont très prévalents, énormément dans la population. Ce sont des problèmes qui sont associés à une faible qualité de vie, beaucoup de souffrance, une forte comorbidité. La comorbidité, c'est le fait d'avoir plus d'un problème. Souvent, ça va être associé avec alcoolisme, toxicomanie, dépression majeure, tentative de suicide, problèmes au travail. Donc, ce sont des problèmes qui souvent peuvent ne pas paraître, ne pas être très visibles, parce que l'anxiété, c'est quelque chose qu'on vit à l'intérieur de soi, mais qui sont importants. Et si on regarde sur le plan économique, il y a des coûts directs et indirects énormes pour la société, tant en taux d'absentéisme, de présentéisme, de problèmes de sous-performance au travail. Les États-Unis ont chiffré à 65 milliards par année le coût des troubles d'anxiété aux services de santé et pour les employeurs, ce qui est plus que la schizophrénie ou la dépression. C'est important d'investir dans les différents champs,
Mais très souvent, on oublie les troubles anxieux parce que ce sont des troubles qui dérangent peu par rapport à, par exemple, la schizophrénie ou l'hyperactivité. Alors, si on essaie de comprendre de façon simplifiée les troubles anxieux, ceux qui ont plus une vision biologique, vous reconnaissez un cerveau. Ceux qui ont plus une vision plus psychologique, on va vous reconnaître la version psycho, et les deux peuvent très bien cadrer ensemble. C'est ce que je vais faire ce matin pour vous dire, parlons de l'anxiété. Parlons de l'anxiété sociale. Supposons que je suis mal à l'aise ou préoccupé de parler en public. Heureusement, je pense que ce n'est pas mon cas, mais bon. J'arrive devant vous. Si j'arrive devant vous et je me mets à avoir l'impression que je ne suis pas compétent, que votre opinion est extrêmement importante, que peut-être je vais faire des erreurs, ça risque d'amener de l'anxiété, d'entraîner de l'anxiété. Et c'est ce qu'on voit chez les gens qui ont, par exemple, beaucoup d'anxiété sociale. Dans une situation sociale, on va avoir une perception de menace, l'impression que quelque chose peut être inquiétant ou dangereux pour eux. La notion de perception est importante. Ce n'est pas autant que ce soit réellement menaçant que l'impression qu'ils le perçoivent. Et lorsqu'on perçoit quelque chose comme menaçant, sur le plan biologique, il y a des parties du cerveau qui vont être activées. Le centre des émotions, le système limbique qui est au cœur du cerveau, va réagir. Lorsque je perçois une menace, le centre des émotions réagit en à peu près 12 millisecondes, ce qui est extrêmement rapide. Si j'arrive je marche en forêt, puis il y a un serpent, il y a une couleuvre, si j'ai peur des serpents, à peu près 12 millisecondes après, je risque d'avoir une réaction, ce qui est très, très rapide. On va revenir là-dessus à la conclusion parce que ça explique peut-être pourquoi la réalité virtuelle fonctionne. Alors, on va faire le lien entre la psychologie, la biologie et la technologie dans un instant. Si je vis de l'anxiété, et moi, j'aime pas ça, vivre de l'anxiété, qu'est-ce que je vais logiquement faire? Je vais éviter d'aller donner des présentations orales. Je vais éviter de me retrouver en public. Je vais éviter de faire face à ce qui me fait peur. Pourquoi? Parce que c'est humain de vouloir ne pas se mettre dans le pétrin. Par contre, en faisant ça, je risque de continuer à avoir peur. Pourquoi? Parce que je n'ai pas la chance de réaliser que ce qui me fait peur n'est pas si menaçant que ça. Alors, ce qu'on a ici, c'est une perception de menace qui est liée à quelque chose de très biologique, puis un comportement, le fait d'éviter, qui maintient cette partie biologique-là, qui fait que mon cerveau n'a pas la chance d'apprendre que c'est peut-être pas menaçant. Et si vous regardez tous les troubles anxieux, le 30 % de la population qui vit un trouble d'anxiété à un moment donné dans leur vie, vous allez voir cette dynamique-là. Tout simplement que c'est plus complexe d'un trouble à l'autre, mais essentiellement, c'est ce qu'on retrouve à la base. Alors, on connaît bien les causes des troubles d'anxiété. On ne connaît pas tout, mais on connaît bien les causes depuis une dizaine ou une quinzaine d'années. Par contre, nous avons un problème important au Canada, en Amérique du Nord et ailleurs aussi, bien entendu. Moins de 50 % des gens qui souffrent d'un trouble d'anxiété reçoivent un diagnostic. Alors, moins de 50 % des gens qui ont ce problème-là reçoivent un diagnostic ou le bon diagnostic. Et parmi ceux qui ont le bon diagnostic, seulement tout au plus 30 % reçoivent des services dont on connaît l'efficacité. Autrement dit, essentiellement, à peu près 70 % de la population des gens qui ont un trouble d'anxiété ne reçoivent pas de traitement efficace. Soit parce que le problème est mal identifié, soit parce que le traitement efficace n'est pas accessible. Et dans les traitements efficaces, qu'est-ce qu'on a? Deux grands choix. La pharmacothérapie, pas tous les médicaments, mais certains, et la psychothérapie. Pas toutes les psychothérapies. Dans le cas des problèmes d'anxiété, un type de psychothérapie en particulier, la thérapie cognitive comportementale, la TCC, c'est bien connu. Si vous allez sur les sites de la Société canadienne de psychologie, vous allez voir des rapports consensus qui valident ce type de thérapie-là pour les troubles d'anxiété. On a deux options dont l'efficacité est comparable. C'est fascinant. Quand j'ai décidé d'aller en psychologie, mon père, qui est médecin, qui est omnipraticien, quand j'ai dit à mon père que j'allais en psychologie, il était très déçu. Parce que lui, il traitait les patients, puis moi, je ferais juste discuter. Quand j'y est venu à ma soutenance de doctorat, il était très fier. Et le commentaire qu'il a dit, c'est « Enfin, voilà un vrai docteur ». Parce qu'avec la thérapie cognitive comportementale, nous avons des taux d'efficacité qui sont équivalents
à la pharmacothérapie. Il y a des avantages, des pour, des contre. C'est une question de choix, c'est un autre débat. Mais on a des traitements qui sont efficaces. Le problème, c'est que seulement 30 des gens dans la population canadienne reçoivent ces traitements-là. Et ça, c'est ahurissant. C'est ahurissant et parmi les solutions possibles, une parmi d'autres, c'est peut-être la télésanté, la possibilité d'offrir des services à distance, en vidéoconférence. Alors, on a un projet de recherche ici qui était subventionné par les IRSC, CIHR, où on prenait des patients qui ont un trouble panique avec agoraphobie. Ce que vous avez, c'est lors de la période de diagnostic, au début de la thérapie, à la fin et à la relance. En rouge, ce sont des patients qui viennent à la clinique et qui reçoivent une thérapie en face-à-face, traditionnelle. En jaune, ce qu'on a, ce sont des patients qui recevaient une thérapie à distance. En fait, les patients étaient à Maniwaki. Ceux qui connaissent un peu la région, Maniwaki, c'est à peu près 1 1h30 au nord, en fait, de ce côté-là. De ce côté-là, comme dit. Alors, vous avez des patients, effectivement, les patients étaient plus sévères, c'est la vie, mais les patients qui ont reçu la thérapie en vidéoconférence se sont améliorés à la fin autant que les patients qui avaient une thérapie en face-à-face. Puisqu'ils étaient plus sévères, c'est encore plus extraordinaire. On avait le même taux d'efficacité que la thérapie soit donnée en face-à-face ou à distance, avec un maintien des gains. Alors, étude un peu embêtante parce qu'on s'attendait à ce que ça aille bien, mais pas si bien que ça. Alors, on rapplique, on refait l'étude. Deuxième subvention CIHR. Présentée récemment, on regroupe des patients. Ce coup-ci, au lieu de les traiter à partir de Maniwaki, on s'est dit, bon, peut-être que les gens dans la région éloignée avaient tellement besoin d'une thérapie que ça a fait un effet un peu placebo parce qu'ils étaient tellement contents. Alors, les patients étaient soit de Montréal ou de Gatineau. Et ils étaient vus soit en face-à-face, soit en vidéoconférence. Pré, post, relance 12 mois, ce que vous avez, même taux d'efficacité. Que la thérapie cognitive comportementale du trouble panique soit donnée en face-à-face ou en vidéoconférence, exactement le même taux d'efficacité. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça nous suggère qu'on peut aller rejoindre les patients qui sont à distance. Vous verrez dans ma conclusion, je vais mettre un bémol là-dessus. Est-ce que ça fonctionne pour d'autres troubles? Aux États-Unis, ça a été testé avec les troubles obsessionnels compulsifs. C'est en train d'être testé avec la dépression majeure. Ici, au Canada, on a fait une autre étude sur le trouble de stress post-traumatique, avec les vétérans, par exemple, les femmes victimes d'agression. Et ce qu'on a, pré, post, relance, même taux d'efficacité. L'étude se répète et se répète et se répète. On vient d'obtenir une subvention CIHR pour l'anxiété généralisée. On verra qu'est-ce que ça donne, mais on s'attend à avoir encore une fois le même taux d'efficacité. Donc, on est capable de plus en plus, avec certitude, de dire qu'on peut offrir des services à des gens à distance avec une thérapie qui est humaine. Une des questions que ça pose, que ça soulève, c'est qu'est-ce qu'il y en est de la relation thérapeutique? On ne rencontre jamais les patients en face-à-face, c'est toujours à distance. Alors, qu'est-ce qu'il y en est? Qu'en est-il du lien humain qu'on peut créer? Alors, dans un projet ici, ce qui a été regardé, c'est la qualité du lien humain entre le patient et son psychologue à la première session, à mi-thérapie et à la fin de la thérapie. Le maximum possible à obtenir, c'est 28. Après une rencontre, on avait déjà quelque chose d'excellent. Puis après 3 et 5 rencontres, après 5 et 15 rencontres, on avait quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire? On a la même qualité de relation que la psychothérapie se donne en vidéoconférence ou en face-à-face. C'est intéressant, c'est riche pour les psychologues. Ça nous pose une foutue question parce que moi, quand je fais des conférences en vidéoconférence, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à des meetings en vidéoconférence, c'est ennuyant. Honnêtement, la plupart du temps, c'est ennuyant. On ne voit à peu près pas la personne, on ne communique pas, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que la télépsychothérapie, on n'utilise pas Skype. Ce n'est pas dans une grande salle de conférence. C'est du matériel de vidéoconférence où le patient, vous le cadrez pour l'avoir à la même distance que nous aurions tous les deux, ce qu'on ne fait souvent pas en vidéoconférence. Deuxièmement, ce qui est intéressant de regarder,
c'est que les émotions jouent un rôle important. Si, au téléphone, vous parlez avec quelqu'un, puis en discutant, on discute de l'épicerie, la température qu'il fait dehors, peut-être le budget, ça peut arriver que dans la discussion, vous soyez un peu égaré. Je veux dire, c'est pas nécessairement très touchant comme discussion, et généralement, bon, si la personne au bout du fil vous dit « Et aussi, je dois te dire, j'ai le cancer », ou « je vais mourir », ou « je vais me suicider », vous allez connecter émotionnellement. Lorsque, lors d'une discussion interpersonnelle, on parle de choses qui ont une charge affective, généralement, même si on est au téléphone, il se crée un lien qui n'est pas le même que lorsqu'on discute de relations d'affaires. Alors, imaginez lorsque vous êtes en thérapie, où vous vous livrez avec votre patient, et c'est ce que ce tableau un peu complexe peut soulever, que lorsqu'on parle de choses anodines, la relation n'est pas vraiment là. Mais lorsqu'on parle de choses chargées affectivement, là, il y a cette connexion-là, cette relation affective-là. Alors, une des questions, pourquoi est-ce que la télépsychothérapie fonctionne si bien et qu'on n'a pas les désagréments, ce qui est désagréable avec la vidéoconférence, c'est probablement parce qu'il y a une charge affective qui est discutée ici. Et là, on parle d'une charge affective, on se ramène à des concepts qui sont typiquement psychologiques pour l'usage d'une technologie. Et quand on l'expérimente, si vous l'expérimentez vous-même, en vidéoconférence, généralement, lorsque c'est du contenu technique, on décroche. Lorsque c'est du contenu important pour nous ou sur le plan affectif, on risque d'avoir une connexion affective. L'autre point qui est intéressant, c'est le sentiment de téléprésence. C'est quelque chose qu'on a remarqué en thérapie. C'est la beauté d'être psychologue-chercheur. C'est que ce que je fais en psychothérapie, je le vois avec mes patients. Je suis thérapeute dans certains projets de recherche. Et une des patientes me dit, la patiente est à Maniwaki. On fait quelque chose qu'elle trouve difficile en thérapie. Et là, elle pleure, puis elle me dit, « Docteur Bouchard, par chance que vous êtes là. » C'est intéressant parce que je ne suis pas là. Je suis à 1h30. Puis si ça va mal, j'en ai pour 1h30 à aller la rejoindre. Mais on oublie où on vient qu'on connecte, on est ensemble en thérapie. Même truc au téléphone. Si vous parlez avec des gens qui vivent quelque chose de difficile, on oublie qu'on est au téléphone, on est avec ces gens-là. Alors, ça passe malgré l'électronique. Et c'est ce qu'on appelle le sentiment de présence. On se sent présent avec l'autre. Téléprésence, la présence à distance. On oublie que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas fondé, puis on est dans l'expérience. Et on remarque que le sentiment de présence, lorsque j'ai mon patient dépressif, puis moi qui essaie de connecter avec lui, le sentiment de présence, c'est la variable qui prédit le mieux la force de la relation thérapeutique. Le sentiment de présence, le fait d'oublier qu'on est à distance et de connecter affectivement, fait que l'énergie passe très bien en psychothérapie, même si on est à distance. Ça va? Si on parle du sentiment de présence ou de téléprésence, il y a un autre outil qu'on utilise en technologie qui utilise le même concept théorique, qui est ce qu'on appelle la réalité virtuelle. La réalité virtuelle, c'est quoi? Vous mettez des lunettes 3D et on se trouve dans un environnement, dans un logiciel, dans un environnement recréé par ordinateur, dans un jeu, presque si on pourrait dire, et on peut interagir. Et ça, c'est intéressant parce que vous pouvez vivre, vous pouvez vous déplacer dans l'environnement virtuel. Si vous voulez voir ce qui est en dessous de la table, si vous vous penchez, vous allez voir ce qui est en dessous de la table. Donc, on n'est plus en train de regarder un jeu, on est dans le jeu. Et on contrôle le jeu. Et ça devient intéressant parce que pour nous, comme psychologues, ça permet d'amener le patient dans une situation, mais dans la sécurité de mon bureau. Alors, on va voir quelques exemples. Alors, parmi les exemples, les premiers projets de recherche qui ont été faits, réalité virtuelle pour la part des vols en avion. Je vais vous montrer un bref vidéo. Il n'y a pas de son, mais c'est pas grave. Peut-être essayer d'avoir du son. Ils ne m'aimeront pas, les messieurs techno, là, mais on va essayer d'avoir... Mais ce que vous allez voir, c'est une patiente qui vient à l'UQO. En fait, c'est un extrait d'une patiente qui vient à l'UQO pour une thérapie. L'UQO, l'Université du Québec en Outaouais, juste à côté ici. Là. On n'aura pas de son, je pense. C'est pas grave. Alors, ce que vous allez voir, c'est une patiente qui vient à l'UQO pour une thérapie pour la phobie des vols en avion.
Bien entendu, on a abrégé, là. Alors, la thérapeute, la patiente vient au laboratoire, s'installe, on a des sièges, des bancs d'avion, on met les lunettes de réalité virtuelle, c'est un vieux modèle, maintenant elles sont beaucoup plus sexy. La dame va voir ici à l'écran, dans les 2 écrans qui sont dans les lunettes, la même chose que le psychologue voit, et quand la dame bouge dans l'environnement virtuel, ça se déplace, on voit, elle a l'impression d'être assise sur le banc d'avion. Elle lui demande si elle entend bien, elle dit oui. La dame attache sa ceinture et on décolle. Alors, si vous êtes un patient, si vous êtes un de mes patients et vous avez une phobie des vols en avion, peut-être que juste le décollage vous fait peur. Si c'est le cas, on va arrêter là, puis on va pouvoir faire notre thérapie ensemble dans un avion avant de décoller, ce qui est impossible à faire. Surtout depuis le 11 septembre, on ne peut plus rien faire dans les avions. Donc, une fois que ma patiente est à l'aise, quand elle est prête à décoller, le thérapeute appuie sur une touche et on décolle. Quand ma patiente est à l'aise, j'en voyais une hier soir en cabinet privé, elle dit, bien moi, c'est plus s'il y avait des turbulences. Aucun problème, on appuie sur une touche, puis on peut avoir des vols un vol en mauvaise condition. Donc, ça donne aux psychologues le contrôle pour faire vivre aux gens ce qu'on désire. Alors, ce que vous allez voir ici, on attend les éclairs, c'est ce que la patiente voit, un peu de réaction. Alors, la patiente est dans l'avion, on voit les nuages, et on est capable d'avoir le contrôle, comme psychologue, de faire vivre à notre patient ce qu'on veut, au rythme où on le veut, au moment où on le veut. Si vous avez peur des atterrissages, on peut atterrir 30 fois en 5 minutes, ce qui n'est pas réaliste dans la vraie vie. Est-ce que ça fonctionne? Ce que vous avez, c'est résultats pré, post, relance. Ici, les patients de la liste d'attente. Une liste d'attente, ça devient un groupe témoin pour voir si juste l'espoir pourra avoir un impact. Et ce que vous avez, c'est une réduction significative du pré au post chez les patients ici qui ont la thérapie en réalité virtuelle ou la thérapie standard. La thérapie standard, c'est c'est de faire la discussion en thérapie, d'aller à l'aéroport. Ça a été fait en 2001, donc on allait dans l'avion à l'époque. Et la liste d'attente, il n'y a pas d'amélioration, bien entendu. On ne vise pas 0 parce que ce n'est pas des échelles qui se rendent nécessairement à 0. Le même taux d'efficacité. L'anxiété sociale. Je vous parlais tout à l'heure de parler en public. Au fond, ce qui serait génial, c'est si je pouvais faire une présentation en public et être capable de contrôler qu'est-ce que l'audience va faire. Un peu comme dans l'avion, pour que mon patient puisse se préparer. Et lorsque le psychologue juge que c'est le temps, on peut avoir une tâche qui devient plus difficile. Ça, c'est en réalité virtuelle. Je ne peux pas faire ça de façon traditionnelle, in vivo. Et ce que vous avez, c'est la thérapie traditionnelle où les gens font des présentations orales, ou encore vous allez dans un cocktail, vous allez souper chez vos beaux-parents. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez souper chez... etc. Et ce qu'on a, amélioration significative, ça, c'est subventionné CRSH. Ce qu'on a ici, c'est une subvention, une amélioration du pré au poste jusqu'à la relance. Vous avez le même taux d'efficacité que la thérapie soit faite uniquement en réalité virtuelle ou qu'elle soit faite en face-à-face. On a le même taux d'efficacité, mais par contre, la ligne du centre, c'est plus simple pour les psychologues. C'est le niveau de complexité qu'on a à faire la thérapie. Si c'est aussi efficace, mais plus simple et moins coûteux, on y gagne comme service de santé. Parce qu'on a la même chose avec plus de flexibilité, moins de charge de travail pour le psychologue et moins de frais pour le système de santé. Après 14 patients rencontrés en thérapie qui souffrent d'anxiété sociale, on a couvert les frais d'investissement de l'équipement. On a parlé de l'anxiété sociale. D'autres troubles maintenant, le trouble de stress post-traumatique. Le trouble de stress post-traumatique, il y a plusieurs études qui ont été faites sur ça. Par exemple, les événements du 11 septembre. Pour les gens qui vivent à New York, on met les lunettes et on se retrouve dans la situation. Pourquoi? Pour apprendre à affronter notre peur, pour être capable de la vaincre. Un environnement qui est fait pour Israël, Bus World, où il y a un autobus qui arrête à des coins de rue, il y a des attentats terroristes dans des autobus qui explosent. Accident d'automobile, les militaires, beaucoup d'applications ont été faites pour les militaires. Au début, aux États-Unis, par Rothbaum, vous avez l'environnement premier qui a été fait pour les militaires. Ça, c'est ce qui est plus récent maintenant.
Ensuite, l'Angola qui a été fait par les gens du Portugal, l'Irak et l'Afghanistan. Vous avez une image ici de l'environnement où votre militaire se revoit retourner en Afghanistan, si on regarde nos soldats canadiens. Et lorsqu'il se promène, il y a une attaque. Et l'idée, c'est de reprendre contact avec les souvenirs, mais de façon progressive, pour que le psychologue puisse doser ce qu'on vit, pour apprivoiser notre peur de façon beaucoup plus réaliste et progressive. Ce qui a été fait au Canada avec les militaires, subventionné par les forces canadiennes. Alors, pour pratiquer les habiletés de gestion de stress, qu'est-ce qu'on a ici? Un militaire qui se retrouve dans une mission en réalité virtuelle. Lors de sa mission, on mesure son rythme cardiaque et sa réponse physiologique. On mesure son niveau de stress. Et plus il est stressé, plus il perd son champ visuel. Moins il peut réussir sa mission. Et donc, qu'est-ce qu'on a ici? Nos militaires doivent mettre en place, lorsqu'ils sont stressés, les stratégies de gestion de stress pour être capables de mieux réussir leur mission. L'idée ici étant de les entraîner avant le départ en mission. Alors, et ce qu'on a, ça a été testé lorsqu'ils doivent prêter main forte à un collègue qui est blessé et donner les premiers soins lors d'une situation d'embuscade. C'est naturellement stressant, mais c'est moins stressant pour les gens qui ont été entraînés à utiliser l'environnement de réalité virtuelle. Et donc, d'entraîner nos militaires à utiliser la réalité virtuelle pour gérer leur stress permet de réduire leur stress en situation d'urgence et ils commettent moins d'erreurs et réussissent mieux souvent à traiter le soldat blessé. Il y a moins de mortalité chez le soldat blessé. Donc, on a également un outil qui est utile en thérapie et un outil qui est utile en prévention des problèmes de santé mentale. Je pourrais vous présenter rapidement des images de d'autres environnements virtuels. Je pourrais vous en parler pendant 45 heures. J'ai un cours de 45 heures là-dessus. Mais grâce au travail de NSERC, du CRSNG, on a pu développer des environnements de réalité virtuelle qui sont efficaces pour la phobie des araignées, des couleuvres, des chiens, des chats, obsessionnels compulsifs, les gens qui ont une peur de la propreté et de la saleté, ou de la saleté. Vous pouvez aller visiter une toilette qui est progressivement sale, au moment où c'est de façon répulsive. On peut faire apparaître des choses, les gens ont peur d'avoir des flashs, il y a des mots qui apparaissent, il y a des images. L'anxiété généralisée, une scène d'hôpital, où il y a des gens qui ont des maladies, il y a des gens qui ont des mauvaises nouvelles, qui complotent, ou des larcins qui sont commis chez vous. Bref, il y a une foule d'environnements maintenant qui existent de réalité virtuelle. Une question qu'on peut se poser, pourquoi est-ce que ça fonctionne? Parce que quelque part, mon patient, il ne voit que des images. Comment se fait-il que ça fonctionne? Bien, je reviens à ma deuxième diapo d'introduction. Vous avez ici un cerveau dans des lunettes de réalité virtuelle. Il y a deux parties importantes dans le cerveau. Bien, il y en a plusieurs, là. Mais dans ce qui nous concerne, la partie à l'avant qui est l'autocontrôle et la partie au centre qui est le centre des émotions, dont je vous parlais tout à l'heure, le système limbique. Alors, qu'est-ce qu'on pense? On croit que lorsque les stimuli virtuels sont présentés, il y a un phénomène qui laisse le cerveau agir comme si c'était vrai, et c'est ça le sentiment de présence. Et lorsqu'on laisse agir le cerveau comme si c'était vrai, tout le reste du traitement de l'information qui est fait par le cerveau fait son travail aussi comme si c'était vrai. Alors, il s'agit au fond de berner le cerveau pour que toutes les autres régions du cerveau soient impliquées. Je vous donne un exemple concret. Il me reste 5 minutes, je pense. Je suis dans les... OK, parfait. Ça va être un exemple concret, bref. Je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous qui ont vu le film Titanic au cinéma. Si vous vous rappelez, à la fin du film, la plupart des gens dans la salle pleuraient. Moi, je ne pleurais pas, mais ma femme pleurait. Et c'est intéressant parce que je ne veux pas vous vendre le punch du film, mais le titre, c'est Titanic. On sait comment ça va finir. Le bateau, il coule. Alors, les gens ont payé un billet pour aller voir un film dont on connaît la fin. Personne n'a vécu ça. Personne n'avait son amoureux si tendre et si beau qu'on vient de découvrir. Puis là, on le voit lentement couler sur le fond avec Céline Dion qui chante en background. Et pourtant, ça va chercher les émotions. Pourtant, c'est faux. Les gens ont été payés. Les acteurs sont payés pour vous faire pleurer. Mais on embarque dans l'histoire. On oublie que ce n'est pas vrai et on est dans l'histoire. On est présent. C'est ça le sentiment de présence. Que ce soit vrai ou non, on s'en fout un peu
Parce que le cerveau embarque dans l'expérience et ça vient chercher nos émotions. Même truc avec la réalité virtuelle. Si on oublie que c'est vrai, on s'y retrouve. D'autres applications, rapidement, d'autres applications, le jeu pathologique. Toutes les dépendances. Prenons la cocaïne dont on reviendra dans un instant. C'est facile, entre guillemets, de faire la thérapie d'un patient qui prend de la cocaïne. Dans mon bureau, c'est facile. Ça va être difficile lorsqu'on va lui offrir de la cocaïne. Comme psychologue, je devrais donc, pour bien aider mon patient, lui offrir de la cocaïne pour qu'il apprenne à refuser. Et je vous vois rigoler. J'ai plusieurs problèmes éthiques. Je n'ai pas le droit d'en posséder, je n'ai pas le droit d'en offrir, et si mon patient en prend, tous deux, on va avoir des problèmes. En réalité virtuelle, on peut le faire. On peut aller dans une piquerie en réalité virtuelle. On peut lui offrir de la cocaïne virtuelle. Et on peut le ridiculiser s'il refuse. Jusqu'à temps qu'il mette en pratique ses stratégies, alors que émotionnellement, c'est comme s'il était dans une piquerie. Le jeu pathologique, vous pouvez aller dans un casino, dans un bar, vous pouvez jouer un appareil. Les émotions sont stimulées comme si c'était vrai, alors qu'on est dans la sécurité du bureau. La neuropsychologie, nous avons maintenant des tâches d'évaluation des signes précurseurs de démence comme la maladie d'Alzheimer. On vous donne 25 tâches à faire en même temps. Défaire l'épicerie pendant que les enfants jouent, pendant que le téléphone sonne, pendant que le chat renverse les plantes. Vous ne devez pas oublier de sortir la crème glacée en premier pour la mettre au frigidaire. Donc, il y a une tâche compétitive, il y a des compétitions de tâches sur le plan cognitif. La schizophrénie, l'évaluation des préférences sexuelles. On peut savoir où les gens regardent dans l'environnement virtuel. Ce qui fait qu'on peut savoir si un pédophile, lorsqu'il regarde un enfant nu, ou un sujet contrôle non pédophile, lorsqu'on regarde un enfant nu, non seulement où on regarde, mais où on ne regarde pas. C'est les deux qui sont importants. Imaginez que vous êtes sur la côte d'Azur, sur le bord de la plage. Il y a quelqu'un à côté de vous que vous ne connaissez pas qui attire votre regard. Qu'est-ce que vous allez faire? Regarder comme ça? Non. On ne fait pas ça. On regarde, puis on ne regarde pas. On regarde, puis on regarde ailleurs. Puis on regarde. On fait deux choses. On regarde et on regarde ailleurs. Vous avez ici le patron visuel du pédophile puis le patron visuel du sujet non pédophile. Les petits carrés, c'est pour des raisons politiques, de rectitude politique. Et en fait, le sujet ordinaire va regarder un peu le visage, on regarde un peu partout. Le pédophile, il regarde deux choses. Les endroits qui l'intéressent et partout ailleurs. Vraiment, le patron du regard est intéressant. Donc, ce sont des évaluations présentement qui sont faites à l'Institut Philippe Pinel à Montréal avec des pédophiles pour voir si on est capable de détecter de façon plus fiable s'ils sont encore pédophiles ou non. Puis maintenant, on est capable de faire pleurer le personnage virtuel, puis de lui faire exprimer les émotions qui excitent le pédophile et qui n'excitent surtout pas les non-pédophiles. Ça permet d'avoir un outil qui est beaucoup plus raffiné avant que ces gens-là puissent reprendre la vie civile. Les troubles alimentaires, vous pouvez prendre le corps de quelqu'un d'autre. Vous pouvez vous voir obèse ou anorexique. Alors, pour les personnes qui ont des problèmes d'image corporelle, on peut faire différentes expérimentations. Maintenant, si j'arrive à la conclusion, c'est juste pour vous dire que la réalité virtuelle, ce que je vous ai présenté, c'est utilisé de façon quotidienne à l'Université du Québec en Outaouais. À l'UQO, on utilise la réalité virtuelle 35 heures semaine. Nos stagiaires voient des patients lors d'immersion pour tout ce qu'on a présenté tout à l'heure. Donc, ce n'est plus de la science-fiction, c'est le pain quotidien de certains étudiants au Canada. En résumé, la psychothérapie peut être efficace, même si elle est appliquée en vidéoconférence. Même si on est à distance, ça fonctionne. Il faut bien considérer l'implication toutefois, parce qu'on a souvent l'impression que c'est une technologie qui va servir à offrir des services aux gens en région éloignée. Selon moi, c'est erroné. Ce que ça fait, c'est que ça change l'offre de services et on n'a plus besoin d'avoir une proximité géographique. Point. Alors, ça ne veut pas nécessairement dire que les experts des grandes villes vont offrir des services aux gens en région. Ça veut dire que les gens en région peuvent offrir des services aux gens en région urbaine. Parce qu'à Montréal, les gens n'ont pas les services plus rapidement qu'à Maniwaki. La preuve, c'est que les gens en région, à Gatineau par exemple, vont dans les hôpitaux encore plus éloignés parce que l'attente est moins longue à l'urgence. Alors, à Montréal, on a plus de spécialistes, mais on a plus de patients. Alors, quelque part, on revient à peu près au même. Alors, pourquoi ne pas ouvrir pourquoi le psychologue ne s'achèterait pas un chalet à Peggy's Cove
puis ils offrent des services à l'ensemble du Canada. Il n'y a pas de trafic. Le paysage est beau. Puis on peut offrir les trucs au même coût. Ou encore, le psychologue du Mexique pourra offrir des tarifs la thérapie à des tarifs différents. Donc, ça amène des préoccupations non seulement sur l'offre de services à distance, mais la façon d'offrir des services. Donc, on ouvre une boîte de Pandore ici qui est plus complexe qu'on pense. La réalité virtuelle ne relève pas uniquement de la science-fiction. C'est efficace, c'est aussi efficace et on a des gains sur les coûts. Il reste maintenant à disséminer ça aux Canadiens, à la grandeur du pays, et à être capable d'aller chercher les fonds pour démontrer l'efficacité dans les autres sphères. Parce qu'on a besoin de fonds et en sciences et génie, et en sciences humaines, et en sciences santé. Le problème, c'est l'arrimage des trois. On réalise que ça fonctionne même si les environnements ne sont pas réalistes en raison du sentiment de présence. On oublie que les environnements sont faux, comme au cinéma, les gens réagissent au film Titanic ou d'autres films. Par contre, l'outil ne remplace pas la technique, c'est clair. On n'est pas en train de présenter un outil qui va remplacer le professionnel en santé mentale. On est en train de développer des outils qui vont assister le professionnel en santé mentale à offrir des services à des gens qui n'ont pas accès ou à offrir des services à des gens grâce à la technologie parce qu'on peut combiner les deux. Mais on ne cherche pas à remplacer, on cherche à travailler de façon plus en synergie. Bien entendu, ces travaux-là, si vous voulez en savoir plus, vous avez le site web du laboratoire, cyberpsychologie, à l'Université du Québec en Outaouais. Et je remercie une équipe complète de chercheurs dans mon laboratoire, des organismes subventionnaires. Et je suis disponible pour la période de questions, qu'elles soient en anglais ou en français. Merci. Ne soyez pas timide, vous anxieux. Bonjour, mon nom est Robert. Ça marche-tu? Oui? Ça marche pas. Ça marche. OK. J'ai trouvé votre présentation excellente. Ce qui m'a intrigué un peu, c'est le fait que les patients, disons, surtout dans le laboratoire, là, ont un stimulus visuel et auditif, mais pas corporel. Je pense à la jeune femme là, qui avait peur de voler, mais on ne simule pas la turbulence en tant que telle. On ne simule pas ou si on a peur de la saleté, on ne stimule pas les odeurs de la toilette. Qu'est-ce qui fait que certains sens peuvent dominer tellement le cerveau qu'on oublie qu'on n'est pas là? Je pense que votre question, je la prends à deux niveaux. Il y a toute la stimulation corporelle, puis il y a les sens. Il y a un groupe allemand qui a comparé une plateforme. Donc, on fait la thérapie en réalité virtuelle des vols en avion. Il y a une plateforme hydraulique qui suit les mouvements de l'avion et les vibrations, ou il n'y a pas de plateforme. Les gens, les non-patients, préfèrent la plateforme parce que c'est plus amusant, c'est plus cool. En fait, si je travaillais pour Disney, si je travaillais pour La Ronde à Montréal, c'est ça que je veux, parce que ça attire plus de public. Si je travaillais pour le musée des sciences, c'est ça qu'on veut. Par contre, sur le plan de l'efficacité thérapeutique, même taux d'efficacité. C'est plus agréable, mais ça ne rend pas le traitement plus efficace. Pourquoi? Parce que le centre des émotions n'a pas besoin d'autant d'informations pour avoir peur. Donc, il s'agit d'aller chercher les bons gradients, les bons stimuli pour aller chercher la réponse affective. Mes patients ont peur juste quand ils sont assis. Et donc, c'est suffisant pour avoir l'efficacité du traitement. Le niveau de peur ne prédit pas. Donc, première partie, c'est cool, mais pas nécessaire. Les sens. Au laboratoire, on fait le visuel, l'auditif, le tactile et l'olfaction. Je vous donne un exemple d'une étude où il y avait des odeurs. On voulait voir la pertinence des odeurs. Et ce qu'on a fait, les gens se déplacent dans un appartement et ils vont dans certaines pièces où il n'y a pas d'odeur, d'autres pièces où il y a des odeurs. Dans les pièces où il y a des odeurs, il y a la salle de bain et la cuisine. Dans la cuisine, puis après ça, on avait deux odeurs, l'odeur d'urine et l'odeur de tarte aux pommes. Alors, on s'est dit, quand il y a des odeurs, les gens vont préférer ça, mais logiquement, les gens devraient réagir plus lorsque ça sent la tarte aux pommes dans la cuisine. C'est logique. Ce n'est pas du tout ce que ça a donné. Lorsqu'il y avait de l'olfaction, les gens trouvaient l'environnement réel, virtuel plus crédible.
Mais lorsqu'ils étaient dans la salle de bain et ça sentait la tarte aux pommes, le rationnel qu'on nous disait, c'est « Vos tartes doivent vraiment être cuites parce que ça sent jusqu'ici. » On donne un sens. Alors que lorsque ça sentait mauvais dans la cuisine, les gens disaient « C'est le temps probablement de changer les poubelles parce que ça sent mauvais. » Donc, il y a une préséance naturelle des sens. Chez les gens qui ont tous leurs sens, le visuel passe en premier, l'auditif en deuxième, et on descend. Et on retrouve la même chose dans la population. Probablement que si on avait des aveugles, là, on n'aurait pas le même réalisme, la même situation. Il y a un environnement virtuel qui a été fait au Chili pour les sourds, pour les aveugles. Et ce n'est que des sons. Et ils se déplacent très bien dans l'environnement virtuel, on est capable de faire le même travail. Donc, il y a une préséance naturelle, puis l'olfaction étant un des sens qu'on a négligé, la race humaine. Ce n'est pas une décision, mais qui maintenant prend moins d'impact, moins d'importance. Merci. Vas-y. Bonjour, Denis Blanchet, député de Louis-Hébert. D'abord, je vois que les jeux vidéo mènent à tout. Hein? Peut-être avoir, pour nos enfants qui jouent aux jeux vidéo, ça peut mener à bien des choses. Moi, je m'intéresse plus à l'après, à partir de maintenant. Vous avez parlé de dissémer les technologies. Évidemment, il y a des questions éthiques, il y a des questions technologiques, puis vous n'avez pas vraiment abordé cette situation-là. C'était plus le mentionner en conclusion. J'aimerais que vous élaboriez un petit peu là-dessus. Sur l'éthique et la technologie? Parfait. Je vais commencer par la technologie puis l'éthique. Sur le plan de la technologie, quand nous avons commencé à Gatineau, en 2000, il fallait compter à peu près 50 000 à 60 000 $ pour un ordinateur. Ça m'aurait pris un technicien à temps plein et j'avais besoin de la technologie pour supporter ça. Et visuellement, c'était pourri. On a commencé un peu après les projets de recherche. Maintenant, les environnements de réalité virtuelle qu'on utilise, par exemple, la phobie des chats et des chiens roule sur mon iPad. J'ai l'application iPad, on branche les lunettes valent 450 $. Puis plus les compagnies de jeux vont s'en servir, plus les prix vont baisser, et ça fonctionne sur un truc portable. Donc, la technologie est rendue maintenant à un niveau où on peut avoir une pénétration dans le marché canadien, par exemple, qui est beaucoup moins complexe. Et je n'ai pas besoin de technicien pour utiliser ça. Donc, la technologie y arrive maintenant, et c'est beaucoup dominé par le monde des jeux, effectivement. Les jeux vendent des bidules, nous, on les récupère pour faire de la psychothérapie. Donc, la technologie s'en vient. Je vous dirais encore pour 3 ou 4 ans. Présentement, on a une subvention de la Fondation canadienne pour l'innovation. On a 15 centres de Vancouver jusqu'à Terre-Neuve qui sont équipés avec notre matériel et on leur donne les équipements pour qu'ils puissent disséminer au Canada. Donc, ça s'en vient, ça s'implante lentement. Présentement, le principal problème technologique sont les coûts des logiciels. Ça coûte une fortune à développer. Quand c'est développé dans l'industrie, pour l'instant, il n'y en a à peu près pas. Il y a une compagnie américaine qui en vend. Quand c'est développé dans le milieu académique, comme nous on fait, bien, le temps que je fasse ma recherche, je ne suis pas compétitif. Moi, j'ai fini mes environnements de réalité virtuelle, ils fonctionnent sur Windows XP. On a Vista, on a eu Windows 7, puis on est rendu à Windows 8. Donc, ça nous prend des investissements en capitaux pour être capable de décrocher de l'environnement universitaire, puis après ça, passer à l'industrie privée. Alors, on essaie de le faire à l'UQAM aussi, mais bon. Sur le plan éthique, il y a 2 dimensions à regarder. En fait, il y en a 3. Il y a la télépsychothérapie, thérapie à distance, le virtuel. Virtuel, je crois qu'il y en a 2. Alors, la thérapie à distance, un des problèmes éthiques qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui va arriver lorsqu'il y aura une décision administrative de dire, si ça coûte moins cher, pourquoi pas fermer les hôpitaux en région, puis ouvrir des services à distance? Ou à l'inverse, fermer les hôpitaux à Montréal, puis ouvrir des hôpitaux au Nouveau-Brunswick, puis offrir les services à distance. C'est ce qu'on fait avec les supports téléphoniques. Donc, là, il y a un problème parce que soudain, il y aura des patients qui ne cadreront plus dans les besoins. Donc, il faut s'assurer de bien identifier pour quel patient, dans quel contexte. Alors, ça, c'est un peu ce qu'on fait maintenant avec la télépsychothérapie. Avec la réalité virtuelle, on s'est demandé pendant un moment si on n'induisait pas des dépendances chez nos patients, des dépendances au jeu, par exemple. Sauf que nous, les patients, ils viennent au laboratoire ou à la clinique privée pour traiter leur peur. Donc, on leur présente des choses qui ne sont pas très agréables. Un phobique d'araignée, il voit des araignées partout. Alors, on ne vient pas très dépendant à ça, parce que ce n'est pas intéressant. Donc, ça nous rassure parce que les développements qui sont faits à date avec la technologie sont dans des applications qui ne sont pas addictives.
Par contre, la question qu'on se pose, à laquelle on n'a pas du tout la réponse, c'est que mes patients qui viennent à la clinique, je leur fais découvrir quelque chose. Aller ailleurs dans un autre monde pour vivre ses affaires. Est-ce que ça, ils pourraient le récupérer de façon addictive et revenir chez eux puis dire, bien, moi aussi, j'aimerais m'évader. Je me suis évadé pour ma thérapie, mais maintenant, j'aimerais m'évader ailleurs pour autre chose. Ça, on n'a pas la réponse. C'est un peu comme si on invente un nouveau médicament, puis finalement, on réalise que les gens l'achètent sur le marché noir pour faire quelque chose d'autre. Ça, on n'a pas la réponse, on est préoccupé de ça. On essaie de documenter pour quelle personne, un peu quand on a commencé à s'intéresser à l'atome, bien, finalement, il y a des applications positives et négatives. Bien, c'est la même chose avec la réalité virtuelle. On essaie de voir qu'est-ce qui pourrait être négatif pour voir qui, peut-être, on devrait soit pas lui en offrir, soit lui en offrir de façon plus délicate. Ce qu'on sait avec les joueurs pathologiques, on a fini un projet avec des joueurs pathologiques, on avait peur d'induire trop de désir de jouer. Alors effectivement, parce que l'idée du joueur, c'est de lui donner le désir de jouer pour pouvoir travailler le désir en thérapie. Mais si je le fais en bureau externe, le patient, il repart puis il s'en va peut-être au casino. Alors, pour se protéger sur le plan éthique, présentement, on ne le fait que dans des centres de cure fermés. Donc, le patient, après la séance de thérapie, s'il a trop le goût, mais il n'ira pas jouer. On attend de le garder jusqu'à la soirée pour être sûr que tout va bien. On semble se préoccuper trop, parce que ça ne semble pas être un problème, mais je pense qu'on est mieux de mettre l'éthique en avant de notre côté pour se protéger et protéger nos patients. Donc, c'est à peu près les réflexions dans le domaine de maintenant. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Ton présentation est vraiment, vraiment excitant. Je trouve qu'on est presque, mais pas maintenant, au jour qu'on peut nous brancher comme Neo et c'est le Kung Fu, juste comme ça. Mais pas maintenant. Mon question pour toi, j'ai bien aimé la question de l'homme ici, mais il a volé mon question un peu. Alors, j'ai une autre question. Sur la scène internationale, que fait-on au même sujet? On est chanceux au Canada. Grâce aux chaires de recherche, puis la FCI, je vous dirais qu'il y a à peu près 5 centres comparables aux nôtres dans le monde. Au Canada, on est le plus gros centre de réalité virtuelle. Les gens de McGill, UBC viennent à Gatineau pour prendre la formation et utilisent nos technologies. Il y a un centre à Londres, un centre aux États-Unis, un centre en France, puis un centre en Espagne, avec qui on compétitionne et je vous dirais on collabore, en fait. Parce que les psychologues ont pris beaucoup de temps à s'intéresser à la psychologie. Je pense que ce n'est pas dans la nature des psychologues, en tout cas des psychologues cliniciens, de mettre des ordinateurs entre eux et leurs patients. Et donc, ça a pris beaucoup de temps et les coûts étaient énormes à l'époque. Maintenant, ça permet au Canada, je dirais, d'être à l'avant de la vague. Sérieusement, si vous regardez la recherche qui se fait en cyberpsychologie clinique, c'est le Canada qui fait partie des 2 ou 3 pays les plus productifs. Il y a les États-Unis, il y a nous, puis après ça, on se divise la tarte avec les autres. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'il y a un subventionnement continu. Mais je vous dirais, on est vraiment à la limite et l'intérêt, c'est qu'on est vraiment à l'avant de la vague, mais plus la technologie devient disponible, plus on est des joueurs dans le domaine. On a un congrès annuel qu'on a tenu à Gatineau en 2011, qui se tient en Suisse, si jamais vous voulez y aller cette année, qui se tient à Bruxelles, pardon, en Belgique cette année. Et les premières années, on était 50, maintenant on est 300-400 de chercheurs qui ont des résultats à rapporter. Et si la tendance se maintient, avec la réduction des coûts et les prochains équipements, on devrait probablement tripler rapidement, avec les applications portables et mobiles aussi. Donc, je dirais que le Canada performe très bien, très visible, mais c'est grâce à quelques efforts localisés. Merci. 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 Bon, merci. Je suis Laurence Péchadre-Lenoir. Effectivement, je voudrais faire le lien avec les 2 intervenants, les 2 questions précédentes. Moi, mon terrain de travail, c'est l'entreprise privée ou publique. Quelles sont aujourd'hui les équipes qui travaillent en réalité virtuelle dans ces environnements-là? Parce qu'il y a aussi beaucoup de besoins. Et juste pour donner une information de chiffre qui vient de France, on a calculé que le coût du stress était de 3 000 € par salarié. Je ne sais pas aujourd'hui qui peut se permettre de payer ça. Alors, je vais répondre avec les applications cliniques, parce qu'il y a toutes sortes d'applications de la réalité virtuelle, militaire, simulation, etc. Pour les applications en psychologie clinique,
Présentement, il y a 3 compagnies dans le monde qui vendent beaucoup ou qui sont disponibles pour vendre des environnements de réalité virtuelle. Virtual Liberty aux États-Unis, qui sont les premiers qui ont fait les premières études, on assume sur leur site Web qu'ils ont vendu 40 à 50 systèmes maximum. Parce que ça coûte 25 000 $ par logiciel. Il n'y a pas un hôpital qui va se payer ça pour voir des patients. Donc, on a un problème, pas de technologie, de logiciel. Il y a Privy, une compagnie espagnole, qui vend ça à 2 000 $. C'est désuet, c'est affreux, malheureusement. Donc, on les a... Et il y a InVirtuo, qui est nous. C'est-à-dire que grâce aux fonds de recherche qu'on fait, on a réalisé, en fait, grâce aux subventions de transfert technologique, ce qui est un peu triste, c'est que les premiers environnements de réalité virtuelle qu'on a faits, bien, moi, je les mets gratuitement sur le site Web du laboratoire, les gens peuvent le télécharger. Mais là, on est à Windows 98. Alors, ça prend des investissements pour faire le transfert de ce qui va sur les tablettes des chercheurs au marché des compagnies. Et InVirtuo est un peu là pour ça. Ce qu'on développe ici et qu'on teste, ce qu'on veut, c'est être capable de le transmettre à la communauté, mais non pas dans une logique de compagnie privée qui doit subventionner sa R&D, mais au contraire, juste de courroie de transmission. Donc, on vise des produits qui promettent de taillerait beaucoup moins cher. Parce que moi, ce que j'ai besoin, au fond, ou ce que nous, on a besoin, c'est que ce que j'invente, ça ne reste pas sur une tablette, mais ça continue après. Donc, il y a des coûts là, mais c'est très difficile de trouver un marché parce que le marché des trucs en sciences sociales, en sciences humaines, les investisseurs sont un peu frileux. C'est beaucoup plus intéressant d'investir dans un jeu dont on va vendre 50 millions de copies dans 3 mois qu'un truc de psychologue où on va vendre 50 copies en 3 mois, puis il va falloir faire un support, etc. Par contre, si on le chiffre en besoins humains, c'est extraordinaire. Donc, je pense qu'il y a quelque chose là qui se trame. En France, il y a une ville qui s'appelle Laval, qui est un pôle technologique. Il y a beaucoup de compagnies qui émergent à Laval pour vendre ce que les étudiants font. Et on est en train de développer un doctorat, nous, à Gatineau, qui permettrait de récupérer les maîtrises de Laval pour venir faire leur doc en cyberpsy à Gatineau. Vas-y. Merci. Je suis Karen Cohen, la chef de la direction de la Société canadienne de psychologie. Ça fait un plaisir pour moi de souligner le travail qu'accomplit un chercheur comme Dr. Bouchard, qui aide à répondre efficacement aux problèmes de santé mentale auxquels font faire face les Canadiens et les Canadiennes. Une personne sur 5 au Canada éprouve un problème de santé mentale au cours d'une année donnée. Les problèmes les plus communs, comme on a entendu aujourd'hui, sont la dépression et l'anxiété. Or, nous savons que les interventions psychologiques sont parmi les plus efficaces pour traiter ces genres de problèmes. Les prestations de bonnes interventions psychologiques sous diverses formes, employant la réalité virtuelle ou la télépsychothérapie, permettra d'accroître leur portée de sorte qu'il sera possible pour un plus grand nombre de personnes d'avoir accès à des soins qui fonctionnent. Les thérapies psychologiques ne sont pas suffisamment accessibles aux Canadiens qui en ont besoin. Elles ne sont pas couvertes par les régimes d'assurance santé publique et la couverture des régimes d'assurance santé privée est souvent insuffisante pour permettre la prestation d'un traitement convenable. On estime le fardeau de la santé mentale sur l'économie canadienne à plus de 51 milliards de dollars et les troubles mentaux font partie des maladies chroniques les plus coûteuses. Cela signifie que non seulement les traitements de psychologie efficaces s'attaquent aux problèmes de la personne, mais ils ont aussi des retombées sur la famille, le lieu de travail et, bien entendu, la société plus grande dont nous faisons tous partie. De plus en plus, les pays comme le Royaume-Uni et l'Australie reconnaissent le besoin de rendre les traitements de psychologie efficaces accessibles à leurs citoyens. Le travail de chercheurs comme Dr. Bouchard dote les fournisseurs de soins du Canada de traitements responsables et efficaces. En travaillant ensemble, le gouvernement et d'autres bailleurs de fonds des soins de santé doivent nous aider à faire en sorte que ces traitements puissent être mis à la disposition de la population qui en a besoin. Merci beaucoup, Dr. Bouchard. Donc, j'aimerais à mon tour remercier Dr. Bouchard pour son excellente conférence ce matin. C'est un exemple, superbe exemple, vous avez montré en termes de la recherche qui est faite ici, juste à côté, et les implications en termes de développement de politique publique
en santé mentale pour nos gouvernements. Et les défis en termes de transmission, dissémination de cette nouvelle technologie, de comment on va pouvoir faire une courroie de transmission efficace pour tous les acteurs, y compris dans le secteur privé. Vous avez soulevé des questions très, très pertinentes pour cette journée de présentation du budget. Donc, en termes on va devoir trouver des moyens de vous ramener ici sur la colline pour avoir des rencontres avec certains de nos décideurs politiques de toutes les familles politiques confondues. Et là-dessus, je voudrais également, au nom de l'organisateur de la série, parce que c'est grâce à un député qui s'appelle Michael Chong de Wellington Alton Hills que nous avons accès à cette grande salle sur la colline parlementaire. Malheureusement, Michael devrait assister à des funérailles ce matin. Un policier est mort en service dans son comté, donc il s'excuse. Mais j'ai un petit témoignage de notre reconnaissance et de celle de Michael pour votre présentation ce matin. Donc, je voulais vous le présenter. Ça vous indiquer où est la colline parlementaire par rapport à l'Université du Québec à l'Outaouais. Merci. Donc, nous sommes très heureux que vous ayez participé à cette causerie ce matin occupée avec M. Bouchard. Une vidéo de son exposé sera affichée sous peu sur le site web de la Fédération des sciences humaines. Donc, c'est au www.ideas-id.ca. Et encore, c'est un exemple concret que les idées peuvent transformer le monde. Nous avons une nouvelle forme identitaire, Ideas Can, les idées peuvent. Et encore une fois, le Dr Bouchard nous a donné un exemple concret de ce que ça veut dire. Et ne manquez pas aussi notre prochaine causerie, voir grand ici, ça sera le 25 avril. Et nous accueillerons Gordon Birchman de l'Université d'Ottawa, qui parlera du lien entre la création des emplois et le développement. Et vous pouvez visiter notre site web encore pour vous inscrire. So I'd like to wish you all a great day, and thanks again for coming this morning. Merci.